Bonjour, bienvenue à cette table ronde des GECO dans laquelle nous allons tenter d'éclairer l'avenir souhaitable ou souhaité de notre système énergétique, de notre approvisionnement énergétique. Comme le veut le thème des GECO, elle se placera sous le signe des utopies, plus ou moins réalisables ou atteignables, sous le signe des opportunités, et puis sûrement aussi sous le signe de l'impératif urgent de décarbonation, qui découle vraisemblablement de notre situation climatique. Je m'appelle Maxime Girardin, je travaille à France Stratégie et nous avons aussi, alors nous aurons aussi pour cette table ronde avec un petit délai technique Agnès Langevin qui est vice-présidente de la région Occitanie en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat, qui est également à l'association Région de France, présidente déléguée de la commission relative à la transition énergétique. Nous avons parmi nous M. Xavier Piéchazic, qui est président du directoire de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui donc gère, entretient, exploite les lignes à très haute tension de France métropolitaine. Entreprise qui assure aussi l'équilibre production-consommation de l'électricité à chaque instant, à chaque seconde. Et puis RTE, entreprise grâce à laquelle le débat sur la transition énergétique est particulièrement présent dans les médias depuis la semaine dernière, suite à la publication d'un très volumineux rapport technique qui nous projette, bien entendu, dans un contexte de décarbonation aux horizons 2050-2060. Nous avons également avec nous Nicolas Richard. Vous êtes donc spécialiste des milieux naturels, responsable d'un bureau d'études naturaliste, secrétaire national de France Nature Environnement, au titre de FNE, membre du Conseil économique, social et environnemental, CESE auquel, il y a un peu plus d'un mois, le Premier ministre a confié une mission sur l'acceptabilité des grands projets liés à la transition écologique, notamment les grands projets éoliens, solaires, mais pas seulement. Et vous êtes donc l'un des deux co-rapporteurs de cette mission. Et puis enfin, Pierre Welz, vous êtes donc ingénieur, économiste, sociologue. Vous êtes fonctionnaire spécialiste, entre autres, de l'aménagement. Vous avez fait une large partie de votre parcours dans l'enseignement, dans la recherche. Vous avez été directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, dirigé également l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay. Et alors, avant de vous passer la parole, je dois signaler qu'il existe un système pour remonter vos questions, donc aussi bien de la salle que des personnes qui nous regardent en streaming. Cela fonctionne par SMS. Voilà, merci à la régie qui affiche actuellement le numéro de téléphone à utiliser. Donc vous envoyez des SMS et on reçoit cela ici. N'hésitez pas dès maintenant. Pour commencer, Pierre Welz, je crois que vous voudrez bien nous rappeler un petit peu notre point de départ, le système énergétique tel qu'il existe et qu'il fonctionne aujourd'hui en France et qui est le point de départ de ce défi de la décarbonation. Ça marche. Bien, bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas vraiment parce qu'on a des spots dans les yeux. Je ne vais pas, en quelques minutes, faire un tableau du système énergétique national. C'est beaucoup trop complexe. Peut-être simplement pour amorcer la discussion, rappeler quelques points et peut-être aussi quelques idées de base. Premièrement, je crois qu'il faut rappeler la différence quand on parle du bilan carbone des territoires et du territoire national en particulier. Il faut rappeler la différence entre le bilan de ce qui est vraiment émis sur place et du bilan global qui comprend ce qu'on appelle souvent le scope 3, c'est-à-dire les importations, et puis également la partie de transport international qui correspond à ces importations. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on entend souvent dire que la France est plutôt un bon élève. C'est vrai que si on prend les émissions territoriales émises sur le territoire national, les émissions de gaz à effet de serre depuis une trentaine d'années ont légèrement diminué. Elles ont diminué de
elles ont diminué de 20%, alors que la population a plutôt augmenté. Et puis par unité de PIB, hein, donc une mesure un peu d'efficacité, si vous voulez, par unité de produit intérieur, les émissions ont diminué de 50%. Donc on a eu incontestablement des gains d'efficacité. On sait que c'est en grande partie lié à la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Donc c'est intéressant de sortir l'électricité. Si on sort l'électricité, si on prend les autres postes, c'est-à-dire l'industrie, les transports, le bâtiment, l'immobilier, l'agriculture, eh bien là on est dans une bonne moyenne de l'OCDE. Hein. On n'est pas plus vertueux que d'autres, on est même un peu moins vertueux par exemple que l'Allemagne. Encore une fois, si on enlève la partie électricité, on rappelle l'électricité, c'est combien aujourd'hui? C'est 25% à peu près, non plus, hein, à peu près 25%. Hein. Voilà, en consommation finale. Donc c'est pas aussi gigantesque que ce qu'on croit, ça va augmenter, on va en parler tout à l'heure. Vous voyez, si on enlève l'électricité, si on neutralise un peu cette particularité française du nucléaire, on est comme les autres pays de l'OCDE, on est même un peu moins bien que l'Allemagne, alors que l'Allemagne est plus motorisée et plus industrialisée que nous. Là, le tableau change quand même notablement lorsqu'on regarde le carbone importé, c'est-à-dire ce qui est compris dans les biens et éventuellement les services qu'on achète à l'extérieur, parce que là, les émissions, le bilan, il est... Alors, selon les sources, c'est un peu compliqué à calculer, c'est plus 70%, plus 100, voire 110%. Enfin, on a au contraire une légère augmentation au total de notre bilan, de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a, en grosso modo, on a en partie externalisé les émissions nationales, par exemple en achetant des biens. Mais je précise, parce qu'on pense évidemment tout de suite à la Chine, etc., mais il n'y a pas que la Chine, c'est aussi dans les autres pays européens, puisque nos importations, elles sont quand même assez réparties. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand vous entendez dire la France, finalement, tout va bien, grâce au nucléaire, on est les meilleurs. Le deuxième point que je voulais introduire pour lancer un peu la discussion, c'est que je crois que c'est très très important, et c'est un point sur lequel on reviendra sans doute, hein, de faire la distinction entre efficacité et sobriété. Alors, en deux mots, efficacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus ou autant avec moins d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de pollution, d'externalités négatives, également moins de matière, c'est un point dont on parle moins, mais enfin, la question des consommations ressources en matière, et pas seulement pour certains matériaux rares, est un point très important. Alors, comme je l'ai dit pour l'énergie, globalement, on a été assez efficace. Nos sociétés développées occidentales aujourd'hui sont assez efficaces, et même généralement. Même la Chine, c'est assez intéressant. Si vous prenez aujourd'hui les émissions par personne en Chine, elles sont du même niveau que ce qu'elles étaient dans les pays occidentaux, c'est-à-dire par exemple en France en 1885, à une époque où, je rappelle, il n'y avait pas de voiture, on était encore principalement dans une société agraire. Tout ça pour dire que globalement, le monde s'est plutôt arrangé, si on peut dire, en termes d'efficacité énergétique. Et l'efficacité, ça s'applique à tous les domaines. Les industriels sont devenus plus efficaces, le transport est plus efficace, voilà. Mais est-ce que ça suffira? Je crois que ça va être peut-être la question, j'imagine qu'elle pourrait dominer peut-être une partie de nos débats de cet après-midi. Parce qu'on a beaucoup de politiques qui consistent à renforcer encore l'efficacité. On a encore des gains à faire. Certains, dans l'industrie, par exemple, vous avez des secteurs aujourd'hui comme le ciment, qui est très difficile à décarboner, l'acier et quelques autres, qui, à eux seuls, sont responsables d'une grande partie des émissions. Donc il y a encore un gros travail, j'allais dire, d'ingénieurs à faire pour rendre ces secteurs-là plus efficaces. Est-ce que ça suffira? Moi, je pense que non. Et c'est là qu'on a la distinction entre efficacité et sobriété. Si vous voulez, l'efficacité, c'est vu du côté de l'offre. Tous les offreurs, les entreprises en particulier, essaient d'être plus efficaces et de fait,
elles le sont, mais ce qui se passe, c'est que cette efficacité, elle est systématiquement mangée, ces gains sont systématiquement mangés, voire dépassés par le côté demande, l'augmentation de la demande. Alors, ça, on pourrait expliquer ça sur plein d'exemples. Un exemple qu'on prenait à l'instant en bavardant avant de démarrer la réunion, quelque chose dont on parle beaucoup, c'est l'isolation thermique des bâtiments. Vous avez remarqué que chaque fois que, c'est presque un réflexe pavlovien, et chaque fois que vous parlez à quelqu'un, un homme politique ou un journaliste de la transition écologique, ils disent « Ah oui, il faut isoler les bâtiments ». Alors bien sûr, il faut isoler les bâtiments, mais comment se fait-il qu'on consomme aujourd'hui beaucoup plus d'énergie pour nous chauffer qu'il y a 20 ou 30 ans? Quand même assez mystérieux, parce que les bâtiments sont plutôt mieux isolés aujourd'hui qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Et bien la seule explication, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand on isole mieux, on monte le thermostat. Et au lieu de vivre à 20 degrés ou à 19 degrés, comme faisaient nos parents, nos grands-parents, en mettant des pulls en hiver, coûte pas très cher les pulls, eh bien, on chauffe à 22, 23. Au point que l'industrie immobilière allemande a fait un rapport au gouvernement allemand pour dire, écoutez, arrêtez de mettre de l'argent dans l'isolation thermique, maintenant ça ne sert plus à grand-chose parce que c'est systématiquement rattrapé par le manque de sobriété, on veut dire, vous voyez, de la consommation. Il y a d'innombrables autres exemples. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de l'éclairage. C'est probablement le dispositif de la bougie au LED actuelle qui a fait les gains les plus extravagants, les plus extraordinaires, énormes d'efficacité. Bon, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on voit la Terre depuis l'espace parce que la consommation a augmenté de manière plus que proportionnelle et on continue à consommer énormément Donc la question de la sobriété, j'ai bientôt fini. Non, mais je vois que tu me regardes avec... Non, je sais qu'il faut être bref. Donc la sobriété, c'est absolument essentiel. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas sans sobriété, parce qu'il y a cet effet de rattrapage par la consommation. Les produits sont plus efficaces, ou les services plus efficaces, moins chers, donc on en consomme plus, et la consommation rattrape et dépasse largement ce qu'on a gagné en efficacité. Il y a d'autres sources, par exemple, je pense qu'une grande partie des gains d'efficacité sont absorbés aussi par une sophistication technologique absolument hors contrôle, un peu folle quelque part. Bon, les ingénieurs aiment bien faire des choses et c'est très bien, mais regardez vos voitures, je pense qu'on peut enlever 30% ou 40% de l'électronique qui finit par coûter très très cher et qui d'ailleurs aujourd'hui pose quelques problèmes d'approvisionnement comme vous pouvez le constater, sans changer vraiment le confort et la sécurité bien sûr des automobilistes. Alors ce sujet-là, il est finalement relativement peu étudié, mais moi je pense que c'est une piste importante. On peut avoir ce que j'appelle aussi la sobriété de conception des produits. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la charrette à bœufs, mais on peut avoir des voitures qui aient les mêmes fonctionnalités, mais qui quand même, parce que tout ça, au bout du compte, consomme énormément de matière et d'énergie avec des chaînes de valeur, comme on l'a vu, qui sont extrêmement complexes. Alors, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais je vous cite quand même le rapport qui a été fait par... donc on va parler abondamment, je pense, du rapport de RTE, mais il y a une association qui s'appelle Negawatt, qui a aussi sorti un rapport récemment, qui est tout à fait intéressant, et ils mettent beaucoup l'accent sur la sobriété. Et d'ailleurs, c'est une question que je poserai peut-être un peu à Xavier, c'est quelle place prend la sobriété dans tes projections. Un dernier point sur la sobriété, c'est qu'évidemment, quand on pense sobriété, on pense beaucoup comportement individuel. Bon, les fameux comportements vertueux. Éviter de prendre la voiture si ce n'est pas nécessaire, éviter de prendre l'avion pour aller faire des week-ends si ce n'est pas nécessaire, manger un peu moins de viande et peut-être un peu plus de je sais pas quoi, enfin d'autres choses, moins de viande rouge surtout. Bon, mais tout ça, c'est évidemment important et c'est non négligeable. Il y a même des chercheurs qui ont essayé de le chiffrer. C'est très très difficile à chiffrer l'impact de ces comportements de sobriété individuelle, mais ce n'est pas la totalité de la question de la sobriété. La sobriété a une dimension, bon, j'utilise un terme un peu abstrait, de dimension systémique, une dimension collective qui est fondamentale.
C'est-à-dire que ce qui est en cause, c'est l'organisation aussi, notamment de notre espace et de notre temps. Si vous voulez faire du vélo, il faut des pistes cyclables. Si vous voulez que les gens n'aient pas besoin d'avoir 2 voitures, ben, il faut peut-être arrêter de faire des lotissements en pleine campagne où les gens sont de fait obligés d'avoir 2 voitures. Après, on peut toujours leur dire soyez vertueux, faites du vélo, mais enfin, à partir du moment où ils se sont eux-mêmes ou ils ont été coincés dans ce genre de situation spatio-temporelle, eh ben, ils n'ont plus vraiment le choix. Et puis un troisième niveau de sobriété que j'aborde dans mon bouquin, mais je ne vais pas le développer maintenant, qui est au fond, qui serait une sobriété plus structurelle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer une économie avec des choix d'activités, un panier d'activités globales qui soit structurellement moins consommateur de ressources et d'énergie. Voilà ce que je voulais dire. Dernier point, la sobriété, ce n'est pas non plus la décroissance. Le mot décroissance, mais ça veut dire quand même des changements. Mais bon, la décroissance, c'est un concept que j'aime pas parce qu'au fond, on a l'impression qu'il y a une espèce de croissance homogène, hein, comme une marée qui monte, et puis la décroissance, ce serait également homogène, comme ça, il faut tout réduire, on va réduire tous les postes du niveau de vie. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réorganiser notre vie autrement. Et la sobriété, elle est spécifique. Il y a certains segments de nos activités individuelles et collectives qui nécessitent de la sobriété, d'autres moins. Hein. Et même, on pourrait faire des basculements, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où on a besoin de plus de sobriété, d'autres on aurait peut-être besoin, par exemple, dans les relations humaines ou dans les relations, je sais pas, dans le secteur de la santé, on aurait besoin de moins de sobriété. Ouais, voilà. Le dernier et troisième point, je ne fais que l'évoquer, c'est qu'il y a aujourd'hui un consensus assez large, en tout cas entre les différents pays, sur le fait que l'électrification est certainement une des voies privilégiées, la voie privilégiée pour aller vers une situation plus soutenable. Pourquoi ? Parce que la production d'électricité, elle se décarbone. On a des pistes, hein, et la piste principale, évidemment, de très loin, ce sont les fameux renouvelables, c'est-à-dire essentiellement l'éolien et le solaire. Ça se décarbone facilement, enfin, ça se décarbone. Et du coup, c'est assez logique de dire on va électrifier, c'est ce qui se passe avec la voiture, par exemple. Bon, évidemment, après, le problème étant quelle est la source d'électricité qu'on va utiliser. Et vous allez voir, je pense, dans la suite, que ça signifie aussi que le système électrique va être soumis à des mutations profondes et à des tensions profondes, parce que si on consomme plus d'électricité, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Mais, dernier point, l'électricité, aujourd'hui c'est 25%, on va passer à combien ? À moitié à peu près, enfin mettons, voire un peu plus dans tes scénarios, mais enfin bon, disons grosso modo, on pourrait dire la moitié, donc c'est un changement majeur, hein, mais il reste quand même l'autre moitié. Donc il y a aussi tout un travail, une réflexion à faire. Aujourd'hui, les réflexions sont beaucoup centrées sur l'électricité. Il y a toute une réflexion à mener sur quelles sont ces autres sources d'énergie. Alors, il y a toutes celles qui sont liées à l'agriculture, au végétal, à l'élevage, les biogaz, etc., la biomasse. Il y a aussi, par exemple, pour le chauffage des bâtiments, une piste qui est, à mon avis, très sous-exploitée en France, qui est la géothermie. Hein. La région Île-de-France, par exemple, a une situation géothermique extrêmement favorable, parce que on peut prendre de l'eau dans le sol à une température relativement élevée. Enfin, ensuite, on met en place des nouveaux réseaux. Le pays du Nord, beaucoup de pays du Nord, des villes du Nord comme Helsinki ou d'autres, sont largement chauffés par des réseaux collectifs. Et ça, c'est pas la culture française. Et là aussi, on a des gros progrès à faire. Bon, donc je pense qu'on va beaucoup parler d'électricité, hein, mais il n'y a pas que l'électricité, quoi. C'était ça le message que je voulais faire passer. Pardon d'avoir été un peu long, peut-être. C'est très bien, merci. Je voudrais simplement... Je ne m'entends pas en retour, vous m'entendez correctement ? Oui, merci. Vous voudrais ajouter des petits chiffres, effectivement, pour vous préciser notamment que ce dont on va vous parler, ce n'est pas une lubie franco-française ou une lubie d'électricien. Donc, il y a à travers le monde de nombreux exercices de scénarisation. Si on prend par exemple celui de l'Agence internationale de l'énergie, donc le rapport Net Zero
qui est sorti en mai dernier. La trajectoire qui est proposée en cohérence avec l'objectif de maintenir le réchauffement à plus 1,5 degré, donc évidemment une trajectoire extrêmement ambitieuse. Elle consiste sur la consommation finale d'énergie de faire moins 20% en 30 ans. Donc, moins 20% quand on se souvient qu'on est dans un contexte où il y a des pays qui ont des besoins de développement assez incontestables. On est vraiment dans la maîtrise des consommations, donc efficacité et le cas échéant sobriété dont on parlait là. Et ce scénario de l'AIE, toujours, il prévoit que l'électricité passe de 20%, un cinquième de cette consommation finale, à la moitié, ce qui en volume d'électricité fait une multiplication par deux au niveau mondial. Voilà. Est-ce qu'on a Agnès Langevin en ligne? Bonjour madame, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Je vous entends. Bonjour. Je vous entends. Très, très heureux de vous apercevoir. Je vais commencer par passer la parole à Xavier Piéchazic pour nous parler de ce rapport extrêmement conséquent que même les spécialistes sont encore en train de lire et de s'approprier. Et ben pour nous expliquer quel a été l'esprit de la préparation de ce rapport, ses objectifs et peut-être quelques enseignements également. Oui, merci, bonjour à tous. Je ne vais pas vous résumer 650 pages en 10 minutes puisque c'est la promesse qu'on s'est faite. Dans ce rapport Futur énergétique 2050 de RTE, on s'est intéressé à la France en 2050. Et donc 2050, c'est le moment de la neutralité carbone. Donc on est net zéro en 2050. Et comme l'a dit très bien Pierre, la France est un pays de consommation d'énergie fossile. Hein, on n'est pas mieux que les autres. Aujourd'hui, on consomme 60% d'énergie fossile. Tu l'as dit, et la part de l'électricité qui en France est déjà décarbonée, presque déjà quasi décarbonée, est autour de 20-25%. Voilà. Et donc, il faut qu'on passe de ce monde-là, avec 60% de consommation d'énergie fossile et pas beaucoup de consommation d'électricité et pas beaucoup de consommation de bioénergie, à un monde dans 30 ans, dans lequel les deux seuls... consommation d'énergie finale, ce sera de l'électricité décarbonée d'une part, 55% dans la trajectoire française, et des bioénergies dans lesquelles je mets, je dirais, le reste. Et les principaux éléments de ces bioénergies, c'est le gaz issu de la méthanisation et tout ce qui tourne autour de la chaleur, notamment de la chaleur issue de la combustion des matériaux organiques, hein, donc la chaleur bois notamment. Voilà, pour que chacun ait les ordres de grandeur. On passe d'un monde très fossile à un monde dans lequel on ne consomme plus que de l'électricité décarbonée et des bioénergies. Alors cette électricité et ces bioénergies, enfin moi je vais vous parler donc essentiellement d'électricité, ils vont venir grignoter les parts de marché du pétrole et du gaz fossile d'aujourd'hui progressivement pendant 30 ans, jusqu'à devenir dominant en 2050 avec les bioénergies, puisque, je le répète, il n'y aura plus que ces deux grandes sources. Alors nous, on a travaillé donc effectivement sur la trajectoire de la France et comment est-ce qu'on est capable finalement de produire l'électricité dont on aura besoin dans 30 ans, sachant qu'on consommera beaucoup plus. Alors c'est la première fois que RTE fait un rapport à aussi long terme. D'habitude, on fait des documents prospectifs à 15 ans. C'est la première fois qu'on se projette à 30 ans. C'est la première fois qu'on fait une aussi grosse concertation. Donc, on peut dire que notre rapport a une fonction de synthèse. Et d'ailleurs, on a travaillé avec absolument tout le monde, y compris toutes les ONG de la place, y compris Negawatt, d'ailleurs très bien avec eux. Mais pas que, hein, un certain nombre de représentants, de fédérations industrielles, des renouvelables, du nucléaire, et un certain nombre de lobbies. Hein. On a tenté d'écouter tout le monde. Et puis la troisième nouveauté, c'est que c'est la première fois qu'on intègre dans un scénario énergétique français la dérive du climat. Hein, et on a donc intégré des scénarios du GIEC. Et on a modélisé le changement du climat en France parce que tout le monde comprend que s'il y a des bulles de chaud plus fréquentes, ça change déjà la consommation. On peut allumer sa climatisation, par exemple, un peu plus souvent. Et puis la météo, elle conditionne la production des énergies renouvelables, donc ça change sur la production. Donc on a intégré des scénarios du GIEC, différents d'ailleurs, scénarios du GIEC, pour se rendre compte de comment fonctionne cette France de la neutralité carbone et comment fonctionne le système électrique français en 2050.
En faisant ce rapport et en portant la parole depuis 10 jours, on s'est aperçu que finalement, personne n'avait vraiment compris ce qu'était la neutralité carbone et personne n'avait une idée du gap que ça représente entre 2020 et 2030. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à parler essentiellement de cette neutralité pour faire comprendre les ordres de grandeur qui, comme le disait Pierre, sont absolument considérables. Donc on s'est aperçu de ça et on s'est aperçu que personne n'avait compris non plus que la neutralité carbone, ça avait 3 très bons atouts, c'était 3 fois bien. La première, c'est que tout le monde sait, c'est bon pour le climat, c'est pour ça qu'on le fait. C'est aussi bon pour l'environnement, notamment des villes, hein, parce que ça veut dire des villes dépolluées de la pollution atmosphérique, ça veut dire des villes dépolluées de la pollution sonore, par exemple. On n'y pense pas, mais je pense qu'il faut le redire. La deuxième atout de la neutralité carbone, telle que la France la conçoit, c'est un atout d'autonomie, d'indépendance et je dirais même de souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai dit que 60% de l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie fossile. Elle est produite où, cette énergie fossile? Ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus produite en France. Donc c'est de l'énergie qu'on achète à des pays avec lesquels on peut avoir des relations géopolitiques plus ou moins tendues. Je ne vais pas plus loin. Donc aujourd'hui, on est à 60% très dépendant des autres. Demain, dans un système dans lequel on produit nous-mêmes toute notre énergie qu'on consomme, et bien évidemment, ça nous rend souverains sur notre énergie. Donc ça, c'est le deuxième bienfait. Et le troisième bienfait, il est un peu d'actualité. C'est que ne plus consommer d'énergie fossile, c'est ne plus en acheter. Et donc, c'est être protégé du yo-yo des marchés des énergies fossiles qu'on connaît tous en ce moment. Vous entendez, vous lisez la presse. Il y a une flambée du prix du gaz qui s'étale sur tous les prix de l'énergie, y compris l'électricité d'ailleurs. Et donc on s'est aperçu que finalement personne n'avait conscience à la fois de ce que ça voulait dire cette neutralité carbone et de ces différents bienfaits que ça pouvait représenter pour une société occidentale développée comme la nôtre. 6 points de résumé de notre rapport, il est gigantesque, il est en ligne sur notre site web, je vous invite à en lire la synthèse qui fait 60 coquettes pages et pour les plus aficionados d'entre vous, de lire les 650 qui suivent. 6 conclusions résumées, et après je vous parle des 4 grandes bascules très vite. Vous me faites un signe si je suis trop long, cher ami. La première conclusion, c'est que l'électricité sera majoritaire demain. Pierre l'a dit, je l'ai redit, elle ne l'est pas aujourd'hui, et l'électricité sera majoritaire demain, même dans les scénarios de grande sobriété. C'est important de se le dire. Ou alors, tout juste majoritaire, de l'ordre de 50%, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est conforme à ce que dit l'AIE. Deuxième conclusion, pour atteindre cette neutralité carbone, la France doit faire des renouvelables. C'est pas peut, c'est doit. Si la France ne fait pas des renouvelables, nous n'atteindrons pas le net zéro en 2050. Donc ça, c'est ma deuxième conclusion. La troisième, c'est que la France peut choisir de faire du nouveau nucléaire. Nous, on a étudié plusieurs chemins possibles. Faire du nucléaire est une option. C'est une option moins chère. Mais ce n'est pas de la même nature que peut. Donc la France peut choisir de faire du nouveau nucléaire. Je vous l'ai dit, tous les chemins qu'on a étudiés, des mix qui tendent vers 100% renouvelable ou avec du nouveau nucléaire, ils sont tous possibles. Le sujet, ce sera, est-ce qu'on est capable d'être à l'heure en 2050 ? Est-ce qu'on est capable de produire assez d'électricité avec les bons outils bien décarbonés en 2050 pour soutenir la consommation qui aura d'ici là grandi ? Et les 2 dernières conclusions, c'est que nous, on fait beaucoup de calculs économiques et qu'on a démontré qu'un système électrique de la neutralité carbone, c'est certes plus cher qu'aujourd'hui parce que c'est plus gros, mais quand vous le rapportez au mégawattheure, c'est-à-dire à votre consommation, ce n'est pas substantiellement plus cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France peut se le payer et qu'il ne faut pas avoir peur de l'investissement dans la neutralité carbone vu du système électrique, c'est très accessible. Et enfin, notre dernière recommandation, dit très simplement, c'est qu'il y a quand même urgence parce que 30 ans en matière d'énergie, c'est particulièrement court. À l'occasion de ce rapport, mais on ne l'a pas découvert, je voudrais donc insister devant vous sur les 4 grandes bascules dans lesquelles il va falloir que notre pays rentre. La première bascule, c'est la première grande bascule, Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est la bascule de l'efficacité énergétique. Entre 2020 et 2050, il faut qu'on consomme globalement moins d'énergie pendant que l'électricité va aller grignoter des parts de marché au pétrole. Nous avons pris une hypothèse de 40% d'efficacité
énergétique en France, c'est une hypothèse très ambitieuse. Et derrière le mot de l'efficacité, on met bien l'ensemble des progrès techniques qui permettent à ce qu'on consomme moins demain. Je prends un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Votre frigo est en panne, il avait 18 ans. Vous allez dans une grande surface, vous vous rachetez un frigo. Par définition, votre nouveau frigo va moins consommer que le vieux. Vous ne changez pas votre mode de vie, vous avez retrouvé un frigo, votre nouveau frigo est plus efficace. C'est pareil avec l'éclairage. Et nous mettons dans cette catégorie de l'efficacité énergétique l'impact et le flux de rénovation thermique qui fait que, progressivement, normalement, les progrès techniques et les normes nous font évoluer vers un monde qui est plus efficace. Nous, notre hypothèse, c'est 40% d'ici 2050. J'insiste pour dire que c'est une des plus grandes ambitions en Europe. Les autres pays de l'Europe parient sur moins. Donc c'est une sorte d'effort technologique. On peut, si on le choisit, mais ça c'est un débat dans la société française, aller au-delà de cette efficacité et cette performance technique et décider d'être sobre. Mais là, dans mon vocabulaire, être sobre, ça ne veut pas dire la même chose que d'être efficace. Ça veut dire que c'est un choix de changer nos modes de vie. Et on y reviendra dans le débat. Est-ce qu'on est OK pour vivre dans des surfaces un peu plus petites? Est-ce qu'on est d'accord pour arrêter la décohabitation des Français? Est-ce qu'on est d'accord pour diminuer le nombre de véhicules de faire baisser ce nombre de 30% d'ici 30 ans? Donc c'est des changements de mode de vie. Bien évidemment, on ne porte aucun jugement sur ce que devraient penser les Français de cette sobriété. Ce n'est pas le Moyen-Âge, hein, mais c'est des changements de mode de vie. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renseigné ces changements et on a mis noir sur blanc ce que ça voulait dire pour l'habitat, pour la mobilité, pour l'industrie lourde, pour le tertiaire, etc., pour que les Français se rendent compte de quoi on parle lorsqu'on parle de sobriété. Donc, première bascule, la consommation, de l'efficacité, c'est sûr, et le plus possible, voire de la sobriété. En toute hypothèse, consommer moins, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça peut relever, et à mon avis, ça doit relever d'un débat démocratique. La deuxième grande bascule, je l'ai dit, c'est l'électrification massive des usages, c'est-à-dire que, en toute hypothèse, nos vies vont changer parce qu'il y a des usages qui vont s'électrifier par nature. Le très bon exemple, c'est la voiture électrique, donc il faudra se brancher. On pourra donc inventer des recharges par induction d'ici là. Deux autres exemples que tout le monde va comprendre. Il y a des industriels qui ont des plans pour remplacer leurs hauts fourneaux aujourd'hui par des fours électriques. Voilà, donc ça existe, il y a des plans d'investissement qui sont en cours. Dernier exemple, vous refaites votre chauffage, qui fonctionnait au fioul par exemple, et vous mettez une pompe à chaleur électrique qui est plus efficace et qui a un meilleur rendement. Donc, électrification massive des usages, et ce que je veux vous dire, parce que je suis aussi devant des étudiants et devant des universitaires, c'est que ça va impacter la forme de la ville, parce que l'électrification des usages, c'est aussi des formes de mobilité, des formes d'infrastructure, tout simplement des bornes sur les trottoirs, etc. Et que c'est aussi une question de forme urbaine, et que 30 ans pour changer les formes urbaines et les usages de la ville, c'est très court. Donc ma deuxième grande bascule, c'est ça. Ma troisième grande bascule, et c'est pour tendre la perche à mon voisin, c'est que on n'échappera pas à ce que l'infrastructure de production d'énergie de demain, elle soit présente dans le territoire français. Je vous ai dit, il n'y a pas de scénario dans lequel il faut produire moins d'électricité qu'aujourd'hui, donc il faudra en produire plus. Et puisqu'on va produire toute l'énergie qu'on consomme sur le territoire français, eh bien, ces infrastructures de production et de déplacement d'énergie, donc les installations de production et les réseaux, ça se verra. Et cet appareil industriel énergétique, il va se voir sur les territoires français, et ça met au centre du débat la question de l'insertion de cette infrastructure. Plus de renouvelables égale plus d'installations de production, plus de questions paysagères, plus de questions de conflits d'usage des sols, mais c'est aussi plus de NR égale plus de réseaux. Donc plus de renouvelables égale plus de pylônes. Tout le monde doit avoir conscience de ça. Et ça, ce sera mécanique. C'est qu'on n'échappera pas donc à cette question. Si on veut échapper à cette question, alors nous devons reconnaître qu'on ne fera pas la neutralité carbone en 2050. Voilà.
Et puis, la dernière bascule, j'en ai déjà parlé, donc je vais m'arrêter là, c'est que, je vous l'ai dit, il y a urgence à se mobiliser. La France n'est pas dans le rythme. La France n'est pas dans le rythme de la construction de renouvelables. On est en retard. Il n'y a que sur l'éolien que, paradoxalement, on est presque à l'heure. Sur le photovoltaïque, on est très en retard. Sur l'offshore, on est très en retard. Et donc, on n'est pas sur nos trajectoires. Et si on veut être dans la capacité d'avoir une chance d'atteindre cette neutralité carbone en 2050, et même idéalement les engagements de la commission du Fit for 55 en 2030, qui est un objectif encore plus difficile, il faut vraiment qu'on accélère fort. Et donc il faut qu'on accélère fort sur deux choses qui sont urgentes, voire critiques. La première, c'est électrifier les usages le plus vite possible, donc commencer par le plus facile, mais ça, il faut le faire très vite. Et aujourd'hui, là, une fois de plus, on est en retard. Et puis, délivrer du productif, donc de la nouvelle électricité dont on aura besoin, puisque les usages auront été, je vous l'ai dit, électrifiés. Et donc, ça veut dire des renouvelables. Et là, ça va poser la question de la présence, de la nouvelle présence de cette infrastructure dans le paysage français. Les Français, nous n'avons pas l'habitude d'avoir sous les yeux notre infrastructure de fabrication de l'énergie que nous consommons. 60% de l'énergie qu'on consomme, c'est issu des énergies fossiles. C'est des puits d'extraction qui ne sont pas chez nous, qu'on ne voit même pas quand on est en vacances d'ailleurs, parce que ce n'est pas des pays dans lesquels on va souvent donc en vacances. C'est des raffineries qui sont pour l'essentiel plus en France. Ce sont des transports qu'on ne voit pas. Et tout ça finit dans une station-service ou dans une cuve à fioul, mais ça ne se voit pas. Demain, nous verrons notre infrastructure de production d'énergie, parce que nous verrons notre infrastructure de production d'électricité. Il faut qu'on accepte cette réalité. Une fois qu'on a donc accepté cette réalité, je pense qu'on peut en débattre de manière sereine sur les questions d'environnement et sur les questions d'insertion qui, comme vous le savez, ont fait souvent polémique. Voilà ce que je voulais dire, cher ami, pour tendre la perche à mon voisin de droite. Ou à Madame Langevin, qui a un beau projet de construction d'énergie renouvelable en région Occitanie. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait... Et qui va nous aider à rattraper le retard français. Effectivement aussi des perches implicites vers Agnès Langevin. Avant ça, on a simplement une question de clarification. Quelqu'un qui nous demande ce qu'est le nouveau renouvelable. Donc si on jargonne, hein, n'hésitez pas et on essaiera de clarifier. Bon, voilà, c'est simplement une opposition. Non, j'ai pas dit, j'ai fait un raccourci pour être les nouvelles installations d'énergie renouvelable, parce qu'il en faudra plus demain. Et donc, il faut qu'on en construise plus. Donc, je pointais les nouvelles installations d'énergie renouvelable nécessaires sur le territoire français. Pas plus. Très bien. Eh ben, nous tournons donc vers vous, Madame Langevin. On a déjà parlé d'objectifs très ambitieux de déploiement d'infrastructures qui ont un impact paysager, une empreinte sur les territoires. On a presque déjà soulevé un doute sur notre capacité à faire. Donc c'est avec un peu d'inquiétude qu'on se tourne vers vous pour comprendre ce qui est concrètement possible. Votre région, la région Occitanie, est, il me semble, pionnière dans le fait d'avoir formulé un objectif de région à énergie positive qui semble rappeler les objectifs de neutralité carbone. Pouvez-vous nous exposer ceci ? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, en 2016, donc au début du mandat précédent, la présidente de la région, Carole Delga, a souhaité donc que nous nous fixions collectivement ce cap d'être la première région à énergie positive. Donc, pour que ça ne reste pas un slogan, nous avons, comme l'a fait RTE, comme le fait Négawatt ou comme le font d'autres collectivités au travers de leur planification, nous avons donc co-construit une trajectoire, un scénario qui vise effectivement la neutralité carbone en 2050, mais qui vise sur le plan énergétique à couvrir l'ensemble de notre consommation d'énergie finale par de la production d'énergie renouvelable dans nos territoires. Donc nous avons co-construit ce scénario
avec des experts, des énergéticiens, des élus, des associations environnementales. Bref, l'idée, c'était aussi d'avoir une gouvernance territoriale de cette transition énergétique et ça a été rappelé juste avant moi, pour vraiment mesurer les marches que nous avions à gravir dans nos territoires, puisque ce scénario a été élaboré à partir d'hypothèses régionales, comme évidemment l'accueil de nouvelles populations, plus de 40 000 nouveaux habitants en Occitanie, avec notre gisement, qui est un gisement assez remarquable et concurrentiel en termes de solaire, d'hydroélectricité, de vent, et également avec ce tissu aussi de PME, PMI, assez pionnier sur les énergies renouvelables en Occitanie. Donc ce scénario nous indique de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable pour atteindre cet objectif de 100% de couverture de production, de consommation, pardon. Mais quand on rentre dans le détail, x3, ça peut paraître effectivement atteignable facilement, mais quand on rentre par vecteur énergétique, donc c'est x12 pour le photovoltaïque, x5-6 pour l'éolien. Donc on voit que là, effectivement, se pose la question, bien sûr, du déploiement de ces unités de production, mais aussi du coup de l'acceptation de ces installations, de ces nouvelles infrastructures. Sur le volet efficacité, puisque ce scénario, c'est vraiment les 2 jambes de la transition énergétique, production et donc sobriété et efficacité, là, l'objectif est de réduire par 2 par habitant donc la consommation d'énergie. Donc, ce qui veut dire, là aussi, concrètement, d'agir sur les 2 leviers les plus, à la fois consommateurs, mais les plus émetteurs de gaz à effet de serre, que sont le bâtiment et les mobilités. C'est la raison pour laquelle nous avons donc initié une politique en termes de mobilité, de report modal du train du quotidien, donc assez volontariste, et aussi un service public de la rénovation des logements depuis le 1er janvier 2021, qui permet là aussi d'accompagner dans un parcours très individualisé tous les ménages qui se lancent dans la rénovation de leur logement. Et donc, il nous faut atteindre là un rythme de 42 000 rénovations par an, puis 75 000 à partir de 2030 pour être au rendez-vous. Alors, ce qui est intéressant quand on scénarise, quand on a une trajectoire, on affiche bien sûr un cap, une volonté politique, mais on embarque aussi tous les acteurs de l'Occitanie et on mobilise à la fois des financements, ça c'est très important, mais on déploie aussi des dispositifs pour accompagner les acteurs et les territoires pour les outiller. Parce qu'effectivement, du dialogue, de l'acceptabilité jusqu'à des questions de conciliation d'enjeux. Ça a été dit sur les terres agricoles, sur la biodiversité, l'intégration paysagère, le modèle aussi de gouvernance. Comment on associe les citoyens au projet, à la gouvernance du projet? Est-ce qu'ils rentrent donc dans les sociétés ou pas? Enfin, tous ces modèles qu'on peut développer. Et nous avons effectivement souhaité, alors à des degrés différents bien sûr, mais que tous les acteurs se reconnaissent dans cette trajectoire région à énergie positive, des collectifs citoyens qui sont très organisés et très nombreux en Occitanie, jusqu'aux élus, en passant bien sûr par les entreprises. Donc nous avons bien sûr donc créer une agence régionale de l'énergie et du climat pour aussi être beaucoup plus agile sur le plan et de l'ingénierie et également de la mobilisation de financement et rentrer aussi en fonction des opportunités et puis de nos stratégies, rentrer aussi dans des sociétés de projets comme nous le faisons là actuellement pour donc l'hydrogène vert. Nous avons aussi une action, alors j'en parle parce que c'est d'actualité, le débat public vient de se clôturer. Nous avons eu une action aussi très volontariste sur le développement de l'offshore, puisque nous accueillons en Occitanie donc 2 fermes
pilote d'éolien flottant au large de Gruissant, de Port-la-Nouvelle et de Le Cat-le-Barcarès, avec déjà cette volonté de pouvoir donner de la visibilité à la filière et de donc définir les zones propices d'accueil des futures fermes commerciales, avec là aussi un objectif économique de développement de filières, de mutation d'emplois. Nous avons un secteur de l'aéronautique qui a beaucoup souffert, qui souffre encore, donc de pouvoir aussi avoir un maximum de retombées, de chaînes de valeur, d'entreprises du territoire qui peuvent donc être positionnées sur toutes ces chaînes de valeur de l'éolien flottant. Voilà, c'est des exemples, mais c'est très important d'avoir de la planification d'objectifs chiffrés, c'est-à-dire de tableaux Excel, mais surtout comment on va animer, année après année, toute cette communauté d'acteurs, du citoyen jusqu'à l'entreprise, pour mettre en œuvre, et c'est pas évident parce qu'une région n'a pas la main sur les appels d'offres, par exemple, n'a pas la main non plus sur les autorisations. Donc voilà, c'est comment on va animer, pousser et faire en sorte que ce projet énergétique, cette relation même à l'énergie devienne une dynamique collective. Merci. Peut-être juste une toute petite question de détail sur cette stratégie région à énergie positive. Donc vous avez parlé d'un bilan production renouvelable, consommation équilibrée. Donc parle-t-on de consommation territoriale ou d'empreinte? Et puis si vous avez le chiffre en tête, on parlait avant de la part de l'électricité dans la vision cible en énergie finale. À quel pourcentage, à quel ordre de grandeur aboutissez-vous? Alors, la trajectoire, alors effectivement, on n'avait pas... l'électricité va représenter effectivement une part. J'ai pas le chiffre. Bon, aujourd'hui, nous couvrons la part des énergies renouvelables dans la consommation, c'est 22%. C'est très certainement plus important dans la consommation d'électricité. Je peux rechercher là. Si on réintervient après, je peux vous donner le chiffre exact. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, mais du coup, effectivement, ça va dans le sens d'une plus grande part de l'électrification, c'est qu'il faut que le projet d'énergie soit un projet de territoire. Et donc, on va finalement accompagner des développements plutôt d'écosystèmes très intégrés qui vont partir de l'usage des habitants. Et donc, quand on part de l'usage des habitants, on va à la fois produire de l'énergie et on va accompagner les types de consommation et en particulier celui de la mobilité. Donc, on voit que plus un projet, finalement, est intégré dans le territoire, plus il est connecté aux usages du territoire, mieux il est accepté. Mais du coup, effectivement, on se retrouve avec des projets à dominante électrique, même si, effectivement, ne négligeons pas tout ce qui peut tourner autour de la chaleur, notamment dans les process industriels. Mais nous ne sommes pas une région fortement industrialisée. Oui, bonjour madame. J'avais une question à vous poser. C'est comment est-ce que vous envisagez la question des échelles territoriales? Vous avez dit, bien sûr, il faut remettre les territoires un peu dans la boucle, même en commande sur ces politiques énergétiques, mais on voit bien que selon les types de sujets, on n'a pas les mêmes échelles, quoi. Sur l'électricité, y compris, et peut-être surtout même des renouvelables, on a souvent une vision un peu romantique de production très locale, alors qu'en réalité, compte tenu des problèmes de l'intermittence, etc., on voit qu'il faut interconnecter les systèmes sur une large échelle. Donc, est-ce que sans doute l'échelle régionale est déjà plus pertinente, mais sur d'autres sujets comme le chauffage, par exemple, si on veut des énergies alternatives sur le chauffage, on voit que c'est plutôt micro-local, parce que les ressources
qu'on va pouvoir utiliser, elles sont plutôt à l'échelle des villes ou des bassins ruraux, des bassins d'emploi. Est-ce que donc ma question c'est est-ce que vous avez réfléchi à cette articulation des échelles qui, comme d'habitude, c'est un problème compliqué? Alors, il y a, bon, sur un plan de la planification, les documents de planification, évidemment, quand on planifie à l'échelle d'une région, on s'inscrit dans la planification, dans les stratégies nationales. Et se pose la question de l'articulation d'ailleurs des différents niveaux de planification du national au local, hein, puisque les EPCI doivent aussi, à travers leur plan climat, air, énergie, planifier aussi la question de la transition et de leur production et de leur consommation. Et la somme, évidemment, des objectifs de tous ces niveaux de planification ne correspondent pas évidemment à la planification nationale. Donc ça, c'est un vrai sujet d'articulation et de coordination qui va être traité là, par exemple, avec la territorialisation de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc là, effectivement, ça va nous obliger d'avoir une vision à la fois, comme vous le dites, alors je ne sais pas si elle est romantique, hein, mais en tout cas, c'est celle qui permet d'impliquer les citoyens du modèle du circuit court, entre guillemets, de l'énergie, compris avec des modèles comme l'autoconsommation, à évidemment des infrastructures plus importantes et qui répondent là, évidemment, aux vrais besoins énergétiques, notamment de métropole. Et ce qui donc émerge comme débat, au-delà d'un EPCI, d'une communauté de communes, c'est plutôt les réciprocités entre des métropoles et des territoires plus ruraux, parce que concrètement, c'est plutôt dans des territoires ruraux qu'on produit de l'énergie. Et donc là, ce qui est en train d'émerger, et c'est ce que nous travaillons à l'échelle du schéma d'aménagement, c'est quelles sont les formes de réciprocité entre les territoires qui produisent de l'énergie, les territoires qui alimentent les habitants, les territoires où on va respirer le week-end, etc. Donc ça pose effectivement à l'échelle d'une région à la fois une instance de coordination des projets, mais là c'est l'État et voilà, c'est pas encore très opérationnel et on n'a pas la visibilité de tous les appels d'offres et de toutes les autorisations. C'est la raison pour laquelle nous portons, en tout cas la présidente et la majorité régionale, vraiment voilà, un souhait d'une plus grande décentralisation, en tout cas de ces questions énergétiques, parce que c'est la bonne échelle. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais de toute façon, le réseau, là, on a évidemment contribué à toute la planification, au schéma de raccordement. Donc, ensuite, effectivement, il y a un niveau d'infrastructure supérieur qui va permettre effectivement de bien... mais bon, là, ça reste quand même un modèle... pour la distribution encore assez centralisée. Donc, ça ne se pose pas donc, au niveau de la région. Par contre, effectivement, ce qui est important pour nous, c'est que, à la fois sur le volet sobriété, efficacité et production d'énergie renouvelable, on implique le citoyen parce que c'est parce qu'on va donner du sens, parce qu'on va donc les associer aux différents enjeux, qu'on va avoir cette acceptation, parce que ça a été dit, on va avoir besoin de renouvelables, on va avoir besoin de nouvelles infrastructures, et contrairement au nucléaire ou à d'autres types fossiles importés, ça se voit dans le paysage. Donc c'est tout un rapport aussi donc au paysage, c'est tout un rapport à l'aménagement des villes qui va devoir voilà, être travaillé, et ça c'est un travail évidemment d'urbaniste, de sociologue, voire de psychosociologue, mais il faut outiller donc les élus. Mais on a, alors j'ai envie de dire malheureusement, une fenêtre, en tout cas en région Occitanie, mais je crois on est confronté à ça partout. Malheureusement, c'est les impacts du réchauffement climatique. Et quand on est une région comme l'Occitanie où
Nous sommes déjà entre la période de référence 1901, 1920 et aujourd'hui 2001-2020 à plus 1,8 degrés. Hein. Nous, c'est cette hausse des températures que les scientifiques ont mesurées. Voilà, les extrêmes sont déjà là. Et du coup, se pose effectivement la question à la fois de l'atténuation, mais de l'adaptation. Et donc, on voit que les élus locaux, les citoyens, les industriels sont quand même beaucoup plus proactifs sur ces questions. Et puis, c'est une opportunité de développement économique, d'emploi. Donc, malgré des oppositions locales, la dynamique est quand même assez positive. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Richard. On a amplement commencé à parler de paysages et des dimensions des infrastructures que la transition énergétique appelle vraisemblablement. Alors, je crois que c'est un début de mission au CESE, mais ça permettra sûrement de nous donner déjà quelques débuts d'éléments de réflexion. Merci. Oui, effectivement, à l'autre bout de la chaîne de la transition énergétique, sur les territoires, on a le problème de la mise en place effective, opérationnelle, des champs d'éoliennes terrestres, offshore, des champs solaires, des méthaniseurs, grands ou petits, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, et c'est l'objet de la saisine du Premier ministre auprès du CESE, on observe que dans un certain nombre de cas, il y a des levées de boucliers face à ces projets qui ralentissent ou empêchent leur mise en œuvre. Or, comme il a été dit, on est dans un moment d'urgence. Donc moi je vous rappelle, je suis secrétaire national de France Nature Environnement, donc j'ai une casquette associative dans laquelle on porte un plaidoyer. Et également à ce titre, je porte la parole de France Nature Environnement auprès du Conseil économique, social et environnemental. Urgence climatique d'un côté, et puis une urgence à développer les moyens de la transition parce que, comme ça a été dit, on est dans des délais qui sont courts. On a l'objectif 2050. 2050, ça paraît un peu loin, mais en fait, on a des étapes préalables qui sont bien plus proches. C'est 2030. En 2030, aujourd'hui, on a des engagements de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, probablement des engagements qui vont passer à moins 55%, en tout cas une déclinaison proche, avec les accords qui ont été pris au niveau européen. Et pour que ça soit en place, les investissements, il faut que les projets partent maintenant. Car il y a le temps caractéristique pour qu'un projet arrive en exploitation est de plusieurs années en France. C'est une difficulté également. Si je prends l'exemple des champs éoliens offshore, vous avez tous entendu parler, il y a actuellement beaucoup de champs qui sont en projet, certains en début de construction. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que c'est en projet, il n'y en a pas encore. Enfin, il y a une seule éolienne qui produit, une seule, qui produit de l'énergie en mer. Donc on est dans l'urgence. Il faut également qu'on adapte, mais en même temps, il faut qu'on le fasse en tenant compte de la recherche du moindre impact. Alors d'abord environnemental, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas seulement dans une crise climatique, on est dans une crise écologique, on a des enjeux de protection, de restauration de la biodiversité qui sont tout aussi importants que ceux du climat, et on ne peut pas évacuer la question de la biodiversité au prétexte qu'il faut... Les deux combats en même temps, on aura quand même perdu. Si on gagne la bataille du climat sans gagner la bataille de la biodiversité, on sera tous perdants. Donc il faut d'abord qu'on cherche le moindre impact environnemental, il faut qu'on cherche le moindre impact paysager, ou en tout cas une acceptabilité, il faut qu'on évalue les retombées socio-économiques crédibles, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas simple. Si je prends l'exemple, quand on regarde un peu plus près ces problèmes d'acceptabilité, de quel ordre ils sont dans le cadre de la participation du public, il y a eu une synthèse récente de la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui organise dans le cadre des grands projets les débats publics amont, c'est-à-dire au tout début de la phase d'étude des projets. Ils ont fait une synthèse de l'ensemble des débats publics qui ont été faits pour l'éolien offshore. Et ils mettent en exergue que depuis 10 ans, c'est à peu près les mêmes questions qui ressortent, et qui sont d'abord beaucoup de questions du type est-ce que ce projet, finalement, il s'inscrit bien dans la politique nationale choisie du mix énergétique? Voilà, c'est un peu la première grande question. Après, est-ce que techniquement, une énergie intermittente, est-ce que techniquement c'est efficace, ça peut s'inscrire dans un mix énergétique réaliste? Voilà. Et on a le même genre
réflexions qui sont remontées au niveau de l'éolien terrestre. Est-ce que c'est bien inscrit dans l'environnement sans trop d'impact? Est-ce que les promesses de retombées socio-économiques sont crédibles, vérifiables? Et puis, il y a d'autres questions qui sont du type, est-ce que vous pouvez me garantir que le champ qui est en train d'être proposé d'être construit devant, eh bien, est-ce que des alternatives ont été étudiées? Est-ce qu'on a regardé d'autres emplacements et qu'on peut justifier d'un point de vue objectif qu'on a choisi cet emplacement-là plutôt qu'un autre, sur des critères qui peuvent être d'environnement, ou socio-économique, ou paysager et autres? Et puis une autre question, c'est est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que je peux être sûr que dans 2 ans, dans 4 ans, il n'y a pas un autre champ qui va se mettre à côté au principe que finalement, vous avez accepté celui-là, maintenant que le paysage, des éoliennes sont dans le paysage, on pourra en mettre d'autres. Voilà. Et bien aujourd'hui, on a des difficultés parce que par rapport à ces questions, il y a un certain nombre de réponses qu'on ne peut pas apporter. Par exemple, et Mme Langevin en a un peu parlé, et c'était la question, en termes d'articulation des échelles de planification, il n'y a pas de lien direct entre, d'un côté, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne, et la SNBC qui donne la stratégie nationale bas carbone, qui donne des grands objectifs sectoriels et des grands objectifs pour le mix énergétique en France. Il n'y a pas de déclinaison opérationnelle par région, ou dans le cas de l'éolien offshore par façade, qui disent dans telle région, en fonction de ce que vous avez comme gisement, de vent, de soleil ou autre, ou de biomasse, voilà les objectifs que vous pourrez avoir, en fonction aussi de ce que vous avez déjà installé, parce que c'est vrai qu'il faut quand même prendre ça en compte. Ça, ce lien n'existe pas. Donc ça, c'est une première difficulté. Puis une deuxième difficulté, c'est que souvent, dans le cas en tout cas de l'éolien offshore, les alternatives n'ont pas été étudiées en amont. Donc on dit finalement, on va faire un débat public sur le choix d'un seul emplacement. Et ça, en termes de débat public, c'est pas terrible pour l'acceptation. Je veux dire, si on fait un débat public, on souhaite que l'opinion du public puisse s'exprimer autour d'un certain nombre de choix et que ce choix soit pris en compte dans la décision finale, à l'évidence. Et puis après, la question des paysages intervient, mais finalement un peu plus loin dans le débat et sur une frange de la population riveraine qui est moindre. Car ce que l'on observe dans les enquêtes d'opinion, c'est que globalement, il y a une adhésion aux politiques nécessaires de transition énergétique et écologique. Il y a une adhésion globale. En revanche, quand ça vient devant chez vous, oui, c'est un peu plus compliqué. Et il faut bien comprendre si on est amené à faire un effort et accepter eh bien, des changements qui sont dans la durée. Pourquoi on le fait? Est-ce que l'effort est juste? Est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il est partagé? Et puis, éventuellement, est-ce que directement, puisque je vais être un peu pénalisé dans mon quotidien, est-ce que je peux en avoir une compensation? Il y a des compensations qui sont de type écologique sur les impacts sur l'environnement. Est-ce qu'on peut justifier qu'on peut avoir des compensations? Il y a souvent une demande qui est une compensation qui peut être sur le coût de l'énergie ou éventuellement la garantie que l'énergie produite sera bien utilisée pour la région. Ce qui est un peu paradoxal parce que, comme on a bien expliqué, on est dans un rayon qui est maillé territorialement et même interconnecté avec les autres pays européens. Aujourd'hui, la consommation, elle n'est pas locale. On est sur un système qui est équilibré globalement. Mais néanmoins, il y a ce souci-là. Auquel il faut faire attention parce qu'on ne peut pas tomber dans un système que chaque région soit une île qui soit indépendante énergétiquement. Certaines d'entre elles risqueraient d'avoir des mauvaises surprises à la fin quand on voit où on va aller. Donc ces difficultés d'acceptation nous ont été... le Premier ministre a demandé que le CESE se penche dessus et propose des recommandations. On est en cours de saisine, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que l'on pourrait recommander, mais ce qu'on peut regarder, c'est que, avec un focus sur l'éolien terrestre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a une difficulté d'échelle de la transition. Ça a été un peu annoncé au début par M. Welz. De façon un peu schématique, en 2021, aujourd'hui en France, il y a 9000 mâts d'éoliennes. On est à 9000. L'engagement de la PPE, donc c'est-à-dire rien de révolutionnaire, c'est simplement ce qui est inscrit dans la loi aujourd'hui, c'est d'arriver à entre 15 et 18 000 en 2028. C'est-à-dire qu'il faut doubler le rythme dans les 7 ans à venir. Doubler de ce qu'on a fait en 15 ans. Et bien sûr, les emplacements les plus faciles ont déjà été pris, si vous voulez, les plus consensuels ont déjà été utilisés. Pour le solaire, c'est triplé le rythme. Pour la méthanisation, il y a également des enjeux, et ainsi de suite. Tout type de production d'ENR a des impacts. Il ne faut pas croire qu'il y en a qui n'auront pas d'impact. On peut chercher des endroits de moindre impact, on peut essayer d'être intelligent et de faire du solaire dans des friches urbaines qui seraient bien exposées, où évidemment les enjeux paysagers et biodiversité seraient très très faibles, ou en ombrière de parking, comme ça a été évoqué. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intelligentes. Néanmoins, en termes de capacité globale, on est loin du compte. Il va falloir en trouver ailleurs.
tout a des impacts. Le solaire a un gros impact au sol. On couvre le sol. Finalement, le sol, si on n'écarte pas assez les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas assez d'eau qui va arriver sur le sol, et donc ça va avoir un impact très négatif sur la nature et sur l'infiltration. L'éolien peut être est beaucoup moins dense en termes d'emplacement. On peut garder une agriculture en dessous. Néanmoins, ça a un impact important sur la vie faune, donc tout le compartiment aérien du vivant. Il y a des nuisances qu'il faut savoir évaluer en termes de bruit. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Même si c'est 500 mètres la distance limite par rapport aux habitations, il est légitime aujourd'hui de garantir qu'il n'y ait pas de nuisance maximale. Mais on est aussi confronté au fait que la France est aussi un paysage un peu mité de petites habitations à droite à gauche qui font que la disponibilité des espaces n'est pas énorme. Pas si énorme que ça, surtout que pour l'éolien, il faut retirer les 70 km autour des radars militaires et les problèmes de trafic aérien et autres. Donc voilà, on n'a pas tant de ressources que ça. Donc voilà, tout a des impacts. Il va falloir arbitrer au bout d'un moment. Et quelque part, aujourd'hui, dans cette articulation des échelles, certaines régions, dont par exemple la région Occitanie a fait un très très bon travail, de très bonnes initiatives, les régions se sont auto-saisies en général de façon intéressante de la problématique, mais c'est pas, on ne peut pas garantir aujourd'hui que la somme des initiatives régionales corresponde à l'engagement national. C'est quand même un premier bug. Et puis en dessous, de même façon, au niveau territorial, on ne peut pas garantir non plus que la somme des initiatives territoriales, finalement, participera complètement à l'objectif régional. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve un moyen de rendre plus cohérent et de mesurer en temps réel, parce qu'on n'a pas de mesure non plus, ce qui se développe dans les territoires en énergie renouvelable, et aussi en faciliter l'acceptabilité. Ce qu'on observe pour l'éolien terrestre, on voit, si je prends les deux cas à chaque bout du spectre, entre très acceptable et pas trop acceptable, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des exemples qui fonctionnent bien. C'est généralement les exemples qui viennent d'initiatives territoriales, des intercos ou de régions très dynamiques, qui décident de lancer d'abord une étude prospective sur les terrains qui seraient le plus adaptés pour mettre en place soit du photovoltaïque, soit de l'éolien, en fonction des gisements, en fonction des impacts agricoles ou environnementaux, des ressources en eau. Enfin, il y a un certain nombre de questions qu'on prend en compte, naturellement, paysagers évidemment. Et puis ensuite, on lance une concertation pour voir avec les populations ce qu'elles en pensent. Est-ce que c'est une dynamique dans laquelle elles souhaiteraient s'inscrire? Est-ce qu'elles les accepteraient? Est-ce qu'au-delà, et ça a été dit aussi un petit peu par Mme Langevin, au-delà de s'inscrire dedans, est-ce qu'elles souhaitent y participer, y contribuer économiquement? Est-ce qu'on veut monter, est-ce qu'elle veut être au capital? Est-ce qu'on veut monter une coopérative? Est-ce qu'on veut aider à la conception du projet? Dès lors que ça fonctionne, souvent, l'acceptabilité est bonne. Mais on a plein de projets aujourd'hui de ce type-là où on a des très bons résultats en termes d'acceptabilité. Tout d'un coup, le projet d'éolienne dans le paysage est tout à fait accepté. On en est même fier, on va dire quelque part, puisqu'on l'a porté. Et donc ça marche bien. À l'autre bout de la chaîne, on a aujourd'hui des promoteurs privés qui vont démarcher des agriculteurs ou des propriétaires de terrains privés pour installer des éoliennes de façon un peu diffuse, 3, 4, 5, 6, sans que le maire ait son mot à dire, sans que le PLU puisse y faire obstacle. Et ces projets-là, souvent, passent un peu dans les mailles des filets de l'évaluation environnementale par les services de l'État et sont autorisés, et les riverains les voient apparaître sans avoir eu leur mot à dire ou sans avoir eu le sentiment d'avoir eu leur mot à dire, et sont très démunis en termes de recours. Et cela cristallise beaucoup de difficultés et font monter le sentiment d'opposition à l'éolien terrestre. Donc il est certain qu'il va falloir qu'on trouve un arbitrage pour augmenter le dialogue local, la concertation. Et globalement, cette concertation, à tous les niveaux, elle doit exister. Si je reprends, et si je remonte, je finis, je rentre trop de temps, désolé. Si je remonte tout à fait dans la chaîne, on était tout en bas dans l'acceptation des projets locaux. Tout en haut, comme je l'ai dit, une des raisons, c'est est-ce que ça s'intègre bien dans une politique nationale partagée? Ça aussi, je veux dire, ça doit faire l'objet d'une participation citoyenne pour définir cette trajectoire dans laquelle on veut que le pays s'inscrive. Demain, on a une nouvelle politique de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours. Elle doit faire l'objet d'un débat public. Il est très important qu'à partir du travail extraordinaire qui a été fait par RTE, ces scénarios qui sont la base utile pour pouvoir discuter avec les citoyens, le politique puisse prendre sa décision. Xavier Pichézik, je crois que vous souhaitiez réagir. Oui, je veux réagir en toute amitié avec mon voisin que je vais retrouver bientôt au CESE, si j'ai bien compris. Et pour faire vivre le débat, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il en reste, je vais insister sur l'urgence. Et là aussi, on a un choix temporel à faire.
Alors, je partage avec vous le fait qu'il faudra qu'on arbitre des choses et qu'effectivement, moi je l'assume de dire que mécaniquement, il faudra que notre infrastructure de production d'électricité soit présente dans nos territoires. Donc, il faut d'une certaine manière, il faut qu'on choisisse. Alors, bien évidemment, comme moi je représente un maître d'ouvrage, bien évidemment, le maître d'ouvrage, il applique la séquence éviter, réduire, compenser, suivre, et on essaye de travailler du mieux possible, mais vous avez raison, il y a des impacts. Il peut y avoir des impacts sur la biodiversité. Nous avons fait la démonstration dans notre rapport qu'ils étaient marginaux en termes d'imperméabilisation et d'artificialisation des sols pour ce qui concerne le système électrique. Après, je veux nous alerter collectivement sur un impensé qui se promène sur le fait qu'il faudrait, et c'est l'évocation des débats publics qui m'a fait penser, parce que j'ai conclu donc un débat public. Non, j'ai fait une réunion intermédiaire en Occitanie à distance avec Madame Pompili il n'y a pas longtemps. Oui, on n'a pas les réponses à tout. Oui, on n'a pas les réponses à tous les impacts de tout ce que ce système de production d'électricité aura demain. Et scientifiquement, c'est même absurde de penser qu'on aurait toutes les réponses parce qu'on ne les aura jamais toutes. Et je pense qu'il faut qu'on prenne garde à une posture qui dirait il faut qu'on continue à concerter et avoir toutes les réponses scientifiques d'amont pour avoir la bonne planification nationale, européenne, nationale, régionale, locale, qui s'emboîterait bien parfaitement, et qu'il faudrait qu'on double ça encore de conventions citoyennes, etc. Parce que c'est une forme à ne pas agir. Alors, je suis un démocrate par définition, mais simplement, je vais insister sur l'urgence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que derrière le fait qu'il y a des incertitudes scientifiques qui perdurent sur l'impact avifaune des éoliennes, sur l'impact de certaines espèces de poissons sensibles aux champs électromagnétiques en mer. Il ne faut pas qu'on entretienne l'idée qu'il faut attendre à la fois des réponses scientifiques à tout et à la fois un parfait emboîtement politique et administratif à toutes les échelles démocratiques pour essayer de relever des défis de la neutralité carbone. Si on fait ça, on va reperdre 5 ou 10 ans et on s'éloignera. Alors là, on sera hors des clous, absolument à coup sûr. Moi, je pense que la neutralité carbone et l'électrification d'usage en 2050, c'est possible. Ce sera difficile, à condition qu'on assume d'avancer et donc de prendre des décisions opérationnelles et de construire des choses sur le territoire, y compris des champs offshore. Et j'ai bien aimé votre évocation parce que, effectivement, quand vous lisez les conclusions des débats publics, vous voyez qu'il manque toujours des données et que ce serait mieux d'avoir une planification long terme de la France en 2050. Oui, ce serait probablement mieux, en fait, le système politique. Enfin, notre société n'a pas encore su le faire. Acceptons-le humblement et disons-nous quand même qu'il faut qu'on progresse sur les chemins de la neutralité et donc qu'il faut qu'on construise. Si on n'accepte pas ça, et ben moi je pense que c'est une forme de procrastination collective et donc ça nous posera des problèmes dès 2030 et a fortiori en 2050. Voilà ce que je voulais dire. Et je pense que mon argument, il le vaut aussi pour la question de la sobriété. Ce n'est pas parce qu'il est souhaitable de faire de la sobriété que balancer l'injonction de la sobriété doit conduire à ne pas voir la réalité en face, que pour remplacer le fossile, qu'on le veuille ou pas, il faudra des formes alternatives d'énergie qui se verront dans nos territoires, que ce soit des méthaniseurs ou que ce soit des éoliennes. C'est ça que je veux dire. Et faire de la sobriété ne changera pas la question. Donc, posons-nous la question de comment est-ce qu'on insère ces équipements dans nos territoires. Oui, deux petites réactions. Alors d'abord sur la sobriété, parce que je tiens beaucoup à ce que ce sujet ne soit pas évacué, parce qu'il reste quand même central, parce qu'on peut retourner un peu ce que tu viens de dire en disant oui. Il faut à la fois avancer effectivement sur le côté de l'offre, et je pense que il faut... pour moi, l'énorme intérêt de l'étude qui est maintenant rendue publique par RTE, c'est de bien faire comprendre que, premièrement, il va falloir passer massivement aux éoliennes, aux renouvelables, et que deuxièmement, c'est un énorme projet industriel. Absolument. Ce n'est pas une succession de petits projets par-ci, par-là qui va nous résoudre le problème. C'est une reconfiguration globale de notre système énergétique qui passe pas seulement par des mâts d'éoliennes, mais aussi par des nouveaux réseaux, parce que les renouvelables ont beaucoup
ont beaucoup d'avantages, mais ils ont quand même des inconvénients majeurs, hein, comme vous savez, ils sont intermittents, etc. Et donc, pour que ça marche, il faut interconnecter beaucoup plus que ce qu'on imagine. Il faut d'ailleurs probablement interconnecter, y compris au niveau international. Et vous avez aujourd'hui dans le monde des très grands projets qui sont en train d'émerger, où on augmente la distance, en fait, parce qu'on peut, entre les sources d'émissions et l'utilisation. Donc ça, je pense que l'opinion publique française n'a pas bien perçu ça. Elle n'a pas bien perçu, notamment parce qu'on ne l'a pas expliqué, quoi, hein. Parce qu'on a toujours une politique, justement, des petits pas. On va faire quelques éoliennes par-ci, par-là, puis on a un débat politique, faut-il ou non, les paysages. On n'a pas expliqué que c'était un très grand projet industriel de refonte d'un système énergétique qui va mobiliser des quantités d'argent et qui va mobiliser aussi énormément de travail, de discussion locale. Ça, et il ne faudrait pas que ça fasse perdre de vue le fait que même si on fait tout ça, même si on le fait dans les temps, et ça ne va pas être facile, ça ne va vraiment pas être facile, surtout quand on connaît un peu les délais administratifs d'un pays comme la France, vous l'avez évoqué à juste titre, et ben même si on le fait dans les temps et vite, à mon avis, on ne coupe pas la question de la sobriété. Et ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'est que je pense que, par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, on a vraiment un équilibre subtil à trouver entre... on ne peut pas faire sans discussion, quoi, y compris d'ailleurs sur les projets nationaux. Et la discussion, c'est absolument vital, comme vous l'avez dit. Sinon, d'ailleurs, aussi, les délais explosent. Enfin, même du point de vue de l'efficacité, la discussion est fondamentale. Il faut que les gens s'approprient ces affaires. Mais en même temps, pour que cette discussion soit utile, je pense qu'on a besoin d'une clarification du projet d'ensemble. Et je pense que là, moi, je trouve que là, c'est là que votre rapport apporte vraiment des choses avec d'autres, hein. On a besoin, il était grand temps qu'on ait un peu ces éléments de clarification. Il y en a d'autres à trouver, hein, parce qu'il y a les énergies non électriques. On a évoqué la question très, très brièvement de comment c'est compatible avec le système agricole français. C'est pas du tout évident. Là, il faut aussi encore qu'on réfléchisse. Et moi, je n'hésite pas à dire que je pense qu'on est dans des temps difficiles comme ça, où il faut repenser les choses de manière quand même très radicale, à la fois du point de vue de l'offre et du point de vue de la demande. Il faut réinventer une forme de planification. C'est-à-dire que si on n'a pas un cadrage de planification un peu plus rigoureux et un peu plus vigoureux, je dirais, au niveau national et même international, eh ben, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Toutes les grandes mutations se sont faites avec une présence forte d'une forme de planification. Ce n'est pas le Gosplan soviétique, ce n'est pas non plus la planification des années Pompidou et tout ça qu'il faut réinventer, mais si on n'a pas un cadrage un peu plus fort, disons de l'État et de l'Union européenne pour cadrer toutes ces choses-là, on va voir les questions très légitimes que vous avez évoquées. C'est-à-dire les gens, ils arrivent dans des réunions, on leur dit mais est-ce que c'est... On leur dit là, on va vous mettre des éoliennes, vous êtes d'accord, c'est bien, on va changer un peu, on va mettre plus à droite, plus à gauche. Mais la première question, c'est est-ce que c'est compatible avec une vision d'ensemble dans laquelle on veut aller, quoi. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas opposition entre les deux, hein. Non, mais l'équilibre est subtil, hein. C'était pas mon point, je veux pas passer. C'était pour animer le débat entre nous deux. Je veux pas passer pour un affreux maître d'ouvrage, ce que je ne suis pas. J'ai même été dans ma carrière à l'origine de nombreuses procédures de concertation du public qui figurent désormais dans la loi française. Je pense que ce qui manque dans la société française, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre rapport, c'est d'expliquer aux Français, finalement, de donner du sens à cette neutralité carbone. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de mon intervention que la neutralité carbone a beaucoup de bienfaits. Certes, c'est un effort, mais les bienfaits que ça nous apportera, ils sont sans commune mesure avec l'effort que ça représente. Et ça, on ne l'a pas assez dit. Alors, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais la question de l'indépendance de la France en matière d'énergie, c'est un énorme bienfait, alors qui ne nous concerne pas tous les jours, mais qui stratégiquement est absolument vital, et qui peut aussi avoir un impact sur notre économie, etc. La question de l'environnement, notamment du cadre de vie dans les villes, est un truc que l'on sait absolument vital, et on ne le valorise pas assez. La question de la protection des consommateurs, d'être maître de notre appareil industriel pour se protéger des fluctuations des prix, pour des questions de pouvoir d'achat, c'est absolument vital. Donc, il y a plein de bienfaits, et c'est vrai qu'on a collectivement peiné, c'est pour ça qu'on fait ces rapports, pour essayer d'apporter de l'eau à ce débat public. On n'a pas assez mis en avant les bienfaits, et du coup, ne ressort de cette neutralité carbone que la somme des efforts que ça représente. Mais lorsque vous additionnez les bienfaits en face,
l'aventure mérite largement d'être vécue. Et je dirais même le plus vite possible. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, je suis assez d'accord que, bon, évidemment, il faut un cadre international, européen, national, mais d'avoir des régions ou des territoires qui sont très proactifs, ça permet, comme nous l'avons fait sur l'éolien offshore, de pousser l'État à rehausser ses objectifs et à les traduire dans la PPE. Donc parfois, ça peut venir aussi des territoires quand on sait se mobiliser. Et puis, par rapport au débat public, alors nous avons eu une convention citoyenne Occitanie donc, pendant le confinement. Donc c'était un exercice aussi assez passionnant. Et la question de l'énergie, notre rapport à l'énergie est sorti vraiment comme très haut dans les préoccupations. Et donc, on a eu un processus ensuite de vote, mais donc les habitants de l'Occitanie nous ont demandé d'organiser un grand débat sur la question de l'énergie, ce que nous allons faire là, donc dans l'année qui vient. L'autre expérience, c'est celle, là aussi, du même débat public sur l'offshore en Méditerranée. Et moi, j'ai été assez impressionnée par la méthodologie utilisée par la commission du débat public, y compris, alors j'ai assisté à des sessions donc d'animation par l'association sur les sciences participatives, les petits débrouillards pour ne pas les citer, qui sont allés, y compris dans les quartiers prioritaires de la ville, interroger des enfants et de demander leur avis sur ce grand projet dont ils connaissaient finalement absolument rien. Et ce qui a été très riche, c'est que c'est vraiment le rapport à l'énergie qui a été donc discuté et avec une recherche à la fois d'explication mais aussi de sens. Et donc aussi de ce nouveau récit qui doit être le nôtre sur la question climat. Tout ça pour dire que je pense que voilà, ce qu'on devrait peut-être collectivement améliorer. Alors effectivement, on a des séquences éviter, réduire, compenser, des débats publics, des enquêtes publiques, mais qui sont, de mon point de vue, peut-être trop centrées sur le projet. Et pas donc en termes, même s'il y a eu des progrès, en termes d'opportunités, en termes de contexte, et donc d'avoir quand même voilà, des éclairages des citoyens beaucoup plus large que le projet ou l'infrastructure en elle-même. Et je pense que si on arrivait à faire ça, et peut-être que le futur débat sur la PPE peut nous y amener, je pense qu'on accélère. Voilà, c'est aussi un outil d'accélération, parce que là, je partage aussi que, en tout cas pour nous, le mandat qui s'ouvre là est le mandat de l'action, puisque c'est dans les 8 à 10 prochaines années qu'on va quand même conditionner donc l'évolution du climat pour les 100 ans à venir, même voire plus. Donc on a, et peut-être que la France aussi a pêché voilà, une des conséquences en tout cas du tout nucléaire, c'est que c'est pas quelque chose qui a été éminemment démocratique, en tout cas qui a jamais été mis en débat, et donc on est privé finalement en France de cette relation particulière à l'énergie, parce que se prononcer sur du renouvelable ou autre ou tel projet, voilà, ça suppose aussi qu'on ait donc des éclairages à la fois sur la sobriété, effectivement, c'est important, c'est difficilement mesurable la sobriété, mais il faut qu'on s'outille aussi. L'efficacité, c'est plus simple, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive, comme on l'a fait sur l'eau par exemple, comme on peut le faire sur la biodiversité, il faut qu'on arrive à avoir une appropriation beaucoup plus démocratique des questions énergétiques. Ouais, je suis très d'accord avec vous, Madame Langevin. Je crois que c'est important, pour garder une démocratie vivante, d'avoir une participation du public, citoyenne, qui soit forte, vivante. Mais il faut des contreparties. Aujourd'hui, si on est dans l'urgence, il faut que si une concertation se met en œuvre et donne des résultats, que ces résultats permettent d'accélérer après la réalisation des projets. Si au niveau d'un territoire, une concertation permet qu'avec l'accord des citoyens, on trouve que tel projet d'éolien ou tel projet de PV ou tel projet de pénalisation, finalement, eh bien, il reçoit l'assentiment des riverains, la participation au capital du public, et ainsi de suite, on puisse avoir des temps
de mise en œuvre, d'exploitation, enfin de fin des travaux d'exploitation qui soient plus rapides que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Les dernières mesures pour l'éolien terrestre du rapport Borne d'il y a 2018-2019, qui ont cherché à limiter les recours et accélérer les temps caractéristiques de mise en œuvre des projets, n'ont pas accéléré les temps des projets, mais par contre, enfin, on n'en voit pas encore le résultat peut-être, mais par contre, on peut certainement diminuer l'acceptabilité. Moins on a de capacité de recours, plus on a l'impression d'être pris dans une seringue, moins on va accepter les projets, ça c'est sûr. Donc je veux dire, on ne peut pas faire cette économie-là. En revanche, ces questions de contrepartie, elles doivent être pour les porteurs de projets, parce que finalement, c'est quand même, on a de la chance, hein. On est sur des technologies qui sont matures, on a des porteurs de projets nationaux qui sont capables de mettre ça en œuvre, ça peut faire de l'activité économique territoriale, hein, sur la mise en œuvre, sur l'entretien, sur la maintenance, beaucoup sur la sobriété. Je vous rappelle que d'abord, nous, l'entrée associative de la transition énergétique, c'est d'abord de la sobriété individuelle, mais également de la sobriété systémique. Nous, on défend ça beaucoup plus que ça n'est défendu aujourd'hui, puisque de toute façon, dans la SNBC, on parle de transition à mode de vie constant. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde les contreparties. Alors oui, vous avez évoqué ça, qu'est-ce qu'on gagne derrière ? Ce qu'on comprend bien, c'est que le débat énergétique, on le prend tous, on est tous à l'écoute, parce qu'on voit bien que c'est un débat de société. Enfin, je veux dire, on est des sociétés de l'énergie. Depuis 100 ans, on est une société de l'énergie. Tout est l'énergie autour de nous. Si on n'avait pas, on est construit sur du pétrole et du charbon, enfin essentiellement. Et on en a bien conscience. Mais fondamentalement, l'enjeu, je pense, hein, pour tous les citoyens, c'est pas de savoir si on aura un paysage d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. C'est de savoir, dans le monde de la transition écologique réussie, dans quel monde on vit. Enfin, je veux dire, quelle mobilité ? Est-ce qu'on est hyper urbanisé avec beaucoup de liens sociaux ? Est-ce qu'au contraire, on est démétropolisé avec une taille de métropole différente, avec une proximité producteur-consommateur pour la culture ou pour d'autres produits de première nécessité réduite ? Est-ce qu'on est centré ? Alors c'est pour ça qu'on va revenir sur la sobriété. Est-ce qu'on est centré sur l'utilité avec le confort, avec le bien-être ? On a vécu des confinements, vous l'avez cité tout à l'heure. Le confinement, ça a été quand même un crash test extraordinaire. Un crash test où on a vu d'abord qu'on pouvait tout d'un coup, on pouvait développer un mode de vie avec le télétravail qui était légèrement différent de celui qu'on avait jusqu'à aujourd'hui et dans certains cas assez appréciable. Et aujourd'hui, on a une dynamique qu'on peut essayer de prolonger, mais à condition de la partager dans un projet collectif. Et là, c'est pas ni aux ingénieurs, ni aux environnementalistes, ni aux économistes de décider lequel il doit être. C'est la société civile organisée et avec l'apport des citoyens de déterminer est-ce qu'on a un projet collectif, un récit collectif désirable pour 2030 et pour 2050, dans lequel les efforts qu'il y aura pour la transition énergétique deviennent acceptables, collectivement et localement. Enfin, je veux dire, c'est ça la question. Et ça veut dire aussi que globalement, on a des compensations. On n'a pas que des compensations au niveau local parce que mon énergie serait peut-être un peu moins chère ou parce que j'aurais une taxe affectée pour des transports en commun ou autre chose. Il faut aussi que si j'accepte un paysage du XXIe siècle des énergies renouvelables, eh bien, en contrepartie, j'ai peut-être moins un paysage du pétrole, pas tant de la production, mais de la mobilité du pétrole, c'est-à-dire du tout bagnole, les grandes zones industrielles, les grands parkings, même si c'est devenu des champs photovoltaïques, et ainsi de suite. Moins de ces zones de pourtour des villes qui sont quand même pas très désirables pour le coup. Il faut probablement qu'on dise, là où j'ai des impacts environnementaux, parce que j'en ai avec des champs d'éoliennes, eh bien, à côté de ça, j'ai restauré des espaces en termes de biodiversité pour que la nature puisse, et la biodiversité puisse être au moins sans perte nette, enfin, je veux dire, en qualité égale que ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire que je partage, et donc je reviens sur une planification, pas une planification simplement des problèmes de réseau électrique nécessaires, ou des moyens de production nécessaires, ou des voies de chemin de fer nécessaires, mais globalement, dans quel monde on veut s'inscrire, et avec quelle qualité de vie derrière. Enfin, voilà. Et je crois que ça, c'est le projet qu'on doit faire maintenant, tout de suite, parce que ça doit être efficace en 2030, en 2050. Juste un mot sur la planification. La planification de l'espace, c'est quand l'espace est un bien rare. On est un des pays d'Europe, un des pays développés qui est aujourd'hui le plus laxiste là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas. Vous allez dans beaucoup d'autres pays d'Europe, y compris d'Europe du Sud parfois, hein, vous verrez que l'espace est beaucoup mieux tenu qu'en France, quoi, parce qu'on a laissé faire complètement. Donc quand je parle de planification, c'est ça que je veux dire, quoi. Hein, il faut qu'on accepte que aussi des formes de discipline collective, qu'on puisse pas, que chaque maire, pour dire les choses clairement, puisse pas décider souverainement contre l'avis du reste du monde, et sans se préoccuper de l'avis du reste du monde, de faire un lotissement à l'endroit qu'il aura choisi. Parce que c'est ça aujourd'hui le PLU. Hein. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre là-dessus, parce que je crois que la libre administration des collectivités territoriales, c'est aussi la vitalité de la démocratie française. Et ce n'est pas Mme Langevin qui viendra me contredire, n'est-ce pas, Madame la vice-présidente d'une collectivité territoriale.
Et donc, moi, je crois en ces dynamiques aussi locales, et la transition, elle passera aussi par les territoires. D'ailleurs, c'est le thème de notre table ronde. Et il faudra qu'on envisage plus d'orientation, de cadrage et de planification, voire de planisme, tu as raison. Ça a quand même dans la société de 2020-2025 plus le même sens et plus les mêmes formes nécessairement que ce qu'on a vécu dans les années 60, 70, etc. Moi, ce que je voulais dire, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est que j'ai quand même la conviction, comme monsieur, que ces mondes de la neutralité carbone, ils sont désirables. En tout cas, nous pouvons les rendre désirables. Il faudra qu'on en trouve les mots et le sens, et que les chemins sont possibles. Donc, je ne crois pas qu'il faille s'en faire une montagne. C'est vrai qu'il ne faut pas nier les efforts, mais ces mondes peuvent être désirables. Et beaucoup de gens travaillent sur cette désirabilité. Ma conviction, c'est que, y compris dans les formes de sobriété les plus extrêmes, qui, dans le principe du débat, ne me choquent pas, il faut que ça passe par des choix politiques. Et donc le choix politique, c'est le choix démocratique, et ça finit dans le choix des urnes. Voilà. Et ce dont on discute là, au fond, en sous-jacent, y compris lorsqu'on parle de changement des modes de vie, et ce qu'évoque monsieur, c'est des modèles de fonctionnement de nos sociétés occidentales et de la société française. Pour ça, je pense que ce qui est sain, c'est que ce débat, il ait lieu sur la scène politique et qu'il se tranche dans les urnes, parce que c'est comme ça que les Français ont toujours choisi leur destin. Et donc, c'était mon apport et peut-être mon ajout à dire que c'était la société civile qui devait se mobiliser. C'est un choix politique au sens noble, et donc c'est bien qu'on ait aujourd'hui ce débat pour aider à ce que le débat politique, qui n'est pas sur cette scène, mais ailleurs, il arrive à se structurer sur ces sujets et se pose la question de, finalement, quel modèle de société français on veut, très sobre, très très sobre, avec tel ou tel mode de production d'énergie. Moi, je trouve ça très sain. Je trouverais très sain qu'on arrive à objectiver de plus en plus ces choix de société française dans notre débat politique. Voilà, ce sera mon mot de la fin à moi, monsieur l'animateur. Madame Langevin, vous souhaitiez peut-être intervenir une dernière fois ? Oui, puisque voilà, nous avons été réélus avec plus de 58% en triangulaire. Donc je confirme, on peut être réélu sur un projet qui porte haut et fort la transition à la fois énergétique, mais aussi le changement de modèle, puisque nous portons un pacte vert qui vise à faire en sorte que la question climatique, donc énergétique, biodiversité et neutralité carbone soit surplombante à toutes nos politiques sectorielles. Donc un changement de modèle. On va l'accompagner, il faut qu'il soit effectivement désirable. Et il faut vraiment, là j'insiste, que les élus, les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, soient bien outillés, parce que là aussi, nous devons par exemple ajouter des services climatiques à tout le panel d'ingénierie, la question démocratique, comment on embarque, mais voilà, il faut s'en donner les moyens. Et on y arrive, et on peut trouver effectivement de l'adhésion à ces projets, malgré des tensions locales. Je pense que les citoyens sont effectivement très responsables, à condition de les impliquer, de les associer, et qui retrouvent effectivement des bénéfices en termes de santé, de mode de vie, de relation à la nature. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure finalement quand on prend le temps de travailler et d'impliquer tous les acteurs. Oui, rapidement, oui. Je vais finir de mon côté. Le bon mot de la fin, ce serait de dire que au niveau des territoires, la transition, ce n'est pas seulement une acceptabilité des gens, c'est globalement des changements de mode de vie, même si on ne le dit pas. Je veux dire, ça va quand même changer les modes de vie, et pas forcément à la marge. Et il faut que ce soit une transition avec de la justice sociale, de la solidarité et de l'équité. Sinon, ça ne se passera pas bien non plus. Si la justice, elle n'est plus une justice d'acceptation paysagère d'une éolienne devant chez vous, mais globalement, d'un modèle économique de transition, ça ne se passera bien. Ça se passera pas bien. Et globalement, tout ça, ça s'inscrit dans quoi ? Dans une dynamique qui est purement géologique, qu'il va y avoir de moins en moins de pétrole disponible, qui va être avec des prix de plus en plus volatiles, et que de toute façon, on se prépare, qu'on le veuille ou non, à une civilisation avec moins de pétrole. Donc il faut mieux s'y préparer quand on le peut encore et qu'on a les moyens de le faire, primo. Et secondo, dans quoi on s'inscrit ? Je veux dire, la France, 2% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, c'est ce que vous avez dit en entrée, quand je compte les émissions importées, un peu plus, pour 1% de la population, on n'est pas du tout vertueux, je veux dire. Mais on n'est pas beaucoup, on est quand même
c'est pas beaucoup sur le total, mais néanmoins, on est une économie développée. Si nous, on n'est pas capable de montrer au reste du monde qu'on peut faire cette transition énergétique, personne d'autre la fera. Je vous rappelle l'objectif, hein, au niveau mondial, réussir la transition énergétique, ça veut dire qu'en 2035, on arrête d'exploiter les champs de pétrole. Même s'il reste des réserves, hein, globalement sur la planète. Et si nous, on fait de toute façon notre transition énergétique, il faut qu'au niveau international, on se donne les moyens, collectivement, qu'en 2035, l'exploitation des champs de pétrole, c'est fini. On paye les pétroliers s'il faut, ou et on met les casques bleus pour surveiller qu'il n'y a pas quand même d'exploitation, mais c'est ça l'idée, quoi. Et 10 ans après, c'est le gaz. Et après, c'est fini, les énergies fossiles. C'est là-dedans qu'on se prépare. En fait, il faut juste qu'on soit prêt si on a réussi, parce que le seul chemin qui nous intéresse, c'est celui de la transition réussie. La transition ratée, il y a plein de monde qui pourra vous en parler. Là, on va essayer de parler de la transition réussie. Ce chemin-là, on le reprend à rebours. Ça veut dire que nous, en 2035, on doit être prêt à ce monde où on n'utilise plus de pétrole et encore un peu de gaz, et après plus de gaz du tout. Et plus du tout de charbon dès aujourd'hui. Donc il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Eh bien, non. En fait, on arrive au bout. Nicolas Richard vient de... Quelques questions ont été remontées. Nicolas Richard vient de répondre à l'une d'elles sur le sens de notre action, petit pays dans un monde plus vaste. Eh ben, je crois que vous avez su nous montrer avec enthousiasme comment il peut exister un chemin pour quitter la focale du projet par projet et aller davantage dans des logiques d'ensemble, de planification, des logiques sociétales et des logiques de choix collectifs. Un petit élément aussi sur les calendriers dans lesquels on se trouve. Réglementairement, les stratégies françaises s'écrivent dans la stratégie nationale bas carbone et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont remises, qui sont actualisées tous les 5 ans. Et donc on va entrer dans la période aussi de discussion des prochaines. Une concertation préalable lancée par le ministère de la Transition écologique est en train de débuter. Je crois qu'elle dure jusqu'en février. Donc on est bien au moment qui peut permettre de faire ces pas de plus dont vous avez donné la direction vers une vision davantage d'ensemble et vers une vision mieux comprise, mieux construite avec l'ensemble de notre société. Merci beaucoup à vous quatre pour ces contributions.